Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. L'Hebdo des marchés est un podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes aujourd'hui, jour de l'enregistrement, le jeudi 9 avril 2026. Et comme toutes les 2 semaines, je co-anime ce podcast avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors évidemment, on a un programme très chargé aujourd'hui avec bien entendu tout ce qui se passe au niveau mondial, les impacts sur le prix du pétrole, sur les marchés mondiaux. Donc on va bien entendu rentrer dans le vif du sujet. On va faire un premier sujet sur donc la zone euro et la France. On le voit déjà, l'inflation est en train de flamber donc dès le mois de mars et ça va évidemment continuer dans les prochains mois. Jusqu'où va-t-on aller? On le verra tout à l'heure. Puis parallèlement, la récession qui était déjà là, notamment en France, au mois de février est en train de devenir dramatique, malheureusement, pour l'ensemble de l'année 2026. Donc, on va voir ça dans un premier temps. Deuxième sujet très important, j'ai souvent la question, le comparatif entre la crise qu'on est en train de vivre et celle de 2008-2009. Et figurez-vous que malheureusement, ça continue comme ça. La crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui va être pire que celle de 2008-2009. Ce ne sont évidemment pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes origines, mais c'est clair que d'un point de vue économique et peut-être également financier, on risque de souffrir davantage cette année qu'en 2008-2009, c'est pour vous dire. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, en 2009, j'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer, pour vous rappeler que je ne suis pas forcément pessimiste, hein. Quand tu vas être optimiste, je le suis, bien entendu, mais là, malheureusement, la situation est particulièrement compliquée. On verra tout à l'heure pourquoi. Et puis, troisième point, Antoine reviendra bien sûr sur l'évolution des marchés boursiers, notamment. Donc, on verra comment ils ont réagi dernièrement, et puis surtout, quelles perspectives, comment peut-on se protéger contre cette crise qui est en train de s'installer. Oui, alors ça fait un programme chargé, effectivement, puisqu'on a une activité chargée, évidemment. Et alors on va démarrer par la macroéconomie. Effectivement, les chiffres d'inflation sont sortis en Europe, en France, Allemagne, et on voit que ça repart et potentiellement une récession qui devrait potentiellement s'installer. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer tout de suite avec les chiffres de l'INSEE et d'Eurostat sur la France. Donc là, on le voit bien, cette augmentation des prix. Donc, je rappelle quand même que la hausse des prix à la consommation avait commencé dès février, donc avant le choc pétrolier, hein. Donc, on voit ici plus 0,9% d'augmentation en février, ce qui était la plus forte hausse depuis février 2024. Donc, ça fait quand même 2 ans. Et voilà, au mois de mars, plus 1,1% d'augmentation des prix à la consommation en France. Donc, le glissement annuel est monté à 1,9% aux normes Eurostat, 1,7% aux normes INSEE. On voit que depuis 2021, ça a augmenté de 19% les prix à la consommation et malheureusement, ça va évidemment durer, on va le voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui explique cette tension? Bien entendu, ce sont les prix énergétiques. On le voit sur le graphique suivant, où là, on voit que donc, ces prix donc, de l'énergie qui ont flambé. Vous voyez, quasiment 9% de hausse sur un seul mois, uniquement sur le mois de mars. Pour vous dire, donc, on retrouve les sommets qu'on avait en février 2024. Et parallèlement, si on regarde sur un peu plus longue période, depuis 2021, eh bien, on a une hausse de 50% des prix donc, de l'énergie en France. Et donc ça montre bien que la situation est particulièrement dangereuse. Alors bien sûr, ça va dépendre de l'évolution des prix du baril. Donc là, on voit qu'on a touché 118 dollars le baril le 31 mars. Hier, on est passé sous les 94 à peu près. Là, on remonte à 97, 99. Vous voyez, donc ça reste quand même très très cher. Et en fait, pour faire simple, dès que le baril passe au-dessus des 90 dollars le baril, donc là on y est, hein, depuis le 9 mars dernier, on est au-dessus des 90 dollars le baril, donc c'est un choc pétrolier. Évidemment, plus ça dure, plus on aura des impacts sur l'économie globale, sachant que pour l'instant, on a des effets de premier tour, ça veut dire uniquement sur les prix à la pompe, et après ça va se répercuter évidemment sur l'ensemble des prix. C'est ce qu'on voit sur le graphique suivant. Je vous ai mis ici la corrélation entre le glissement annuel donc des prix du pétrole, hein. Là, on a le Brent, hein, donc c'est la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est le glissement annuel des prix à la consommation en France. Vous voyez que très clairement, vu ce qui s'est passé dernièrement, et même si on espère tous, il y aura bientôt une paix générale dans toute la région et que le prix du baril baissera, ça ne va pas se faire en 5 minutes, hein. Ça prendra du temps, ne serait-ce que pour réapprovisionner, pour retrouver un marché normal du pétrole et puis des matières premières, ça prendra du temps. Donc le pétrole va rester cher de toute façon. Donc, sauf que cette hausse, on l'a déjà. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, la courbe rouge pourrait atteindre 3,5 voire 4%. C'est-à-dire que ça, c'est en France,
dans les prochains mois, on risque d'avoir une inflation de 3,5 à 4%. On l'a déjà d'ailleurs aux États-Unis, ça va continuer bien sûr. Dans la zone euro, tout à l'heure, on est à 2,5%. Donc ça va évidemment continuer, d'autant que l'euro a baissé. Alors là, il se calme un petit peu, mais quand même bien baissé ces dernières semaines. Et quand l'euro baisse, eh bien ça fait augmenter le prix des produits importés, notamment tous les produits évidemment libellés en dollars, bien sûr le pétrole, mais également toutes les matières premières, puis d'autres produits, hein, bien entendu, qui sont libellés en dollars. Donc, ce qui veut dire que ça fait augmenter l'inflation importée, donc ça génère une augmentation de l'inflation globale. Donc ça, c'est malheureusement ce qui nous attend demain. Alors le pire, c'est que malgré cela, les dirigeants français nous disent, ben non, mais on peut rien faire. C'est vrai qu'on peut rien faire parce qu'ils ont tellement dépensé n'importe comment depuis des années avec une explosion de la dette publique que maintenant, quand on a besoin justement de relancer la machine, ben, il n'y a plus les moyens de le faire. Donc je vous ai mis ici, je vous ai rappelé comment se forme le prix de l'essence en France, parce que c'est assez incroyable. Il y a quasiment 60% de taxes. Donc, alors la plus connue, c'est bien sûr la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Après, on ajoute la TVA, donc il y a bien sûr 20% de taux TVA, comme sur la plupart des produits en France. Et après, c'est ça l'originalité, on paye la TVA sur la TICPE, donc la taxe sur la taxe. Vous voyez, il y a vraiment qu'en France pour trouver une telle catastrophe. Donc ça, évidemment, on pourrait le baisser, mais si on baisse ça, eh bien, ça veut dire qu'il y a moins de recettes fiscales, et puis surtout qu'il faut baisser les dépenses publiques. Et comme il n'y a pas de volonté en France de le faire, on est bloqué. Après, on a donc le coût du pétrole brut et puis des raffinages avec bien sûr des marges derrière 30%, et puis les marges du distributeur, voilà, 10% avec le coût de distribution. Donc voilà le prix du pétrole. Donc on comprend bien qu'on est un petit peu bloqué malheureusement et que ça va continuer d'augmenter. Alors pour l'instant, les prix à l'alimentation, on le voit ici, ça n'a pas trop dérapé. Enfin, c'est quand même une hausse de 25% quasiment hein, depuis 2021, mais ça veut dire que ça va arriver demain. Donc, vous voyez que l'augmentation des prix à l'alimentation ou d'autres produits, eh bien, ça suit l'évolution des cours du pétrole. Donc, pour l'instant, on n'a que l'énergie. Après, ça va se répercuter sur l'ensemble des biens et des services. Donc, ça va prendre du temps. Donc, sur l'ensemble de l'année 2026, les prix, malheureusement, vont continuer d'augmenter. D'ailleurs, je vous ai montré un petit graphique qui suit sur ce qu'on appelle l'indice CRB. Donc, c'est toutes les matières premières confondues pondérées par leur poids dans la consommation mondiale. Et regardez cette augmentation incroyable, 31% de hausse depuis le début de l'année. Alors ça a un petit peu baissé hier, mais néanmoins 31% de hausse, c'est énorme. Sachant que vous voyez que au lendemain du début de la guerre en Ukraine, on a vu 23% de hausse. Regardez bien ce graphique, hein, c'est encore une fois l'indice CRB. Nous sommes sur un plus haut depuis août 2008. Donc tout ça, ce n'est pas encore arrivé dans notre assiette, j'ai envie de dire. Ce n'est pas encore arrivé sur les prix à la consommation en France, dans la zone euro. Donc malheureusement, ça va évidemment continuer. Les prix vont flamber encore. On va atteindre 3,5 voire 4% d'inflation dans les prochains mois. Vous voyez là aussi, je vous ai mis la corrélation entre le glissement annuel de l'indice CRB et le glissement annuel des prix à la consommation. Vous voyez, c'est clair. 3,5-4%, c'est malheureusement déjà inscrit dans les faits. Alors pour terminer sur l'inflation, juste les mêmes chiffres, mais dans la zone euro, vous voyez, c'est pire qu'en France, une augmentation vous voyez, de quasiment 25% depuis 2021. Alors, on est déjà sur un glissement annuel de 2,5, on est à 2,7 en Allemagne, on va bientôt évidemment dépasser les 3%, donc comme en France, comme partout. Alors pour l'instant, si le graphique suivant, on voit la répartition aujourd'hui dans la zone euro pays par pays. C'est vrai que la France, pour l'instant, c'est plutôt un bon élève, va-t-on dire, on est à 1,9%. Malheureusement, ça va se généraliser un peu partout. Et vous voyez qu'aujourd'hui, sur 21 pays de la zone euro, il y en a 14 qui ont une inflation supérieure à 2,5%. Donc c'est pour vous dire évidemment que la situation est particulièrement compliquée et dramatique. Et pour terminer sur ce point, ce qu'on appelle donc la stagflation, il y a de l'inflation, également de la stagnation, voire de la récession. Voilà les chiffres, encore une fois, sur le mois de février, donc avant la crise. Hein, en février 2026, on a encore atteint les sommets historiques de faillite d'entreprise. La production industrielle française a baissé de 0,7%, moins 1,1 en 3 mois. Chute de la consommation des ménages, moins 1,4%, moins 1,6% sur 3 mois. Taux de chômage à 7,8% pour l'ensemble de la population de catégorie A, évidemment, sinon on est à plus de 16%. Et pour les moins de 25 ans, on est à 20,9%. Et malheureusement, ça c'était février, mars évidemment, et puis les mois suivants, ça va être pire. Si on voit les indicateurs avancés, vous connaissez notre indicateur favori, indicateur des directeurs d'achat. Vous voyez, on est sous la barre des 50, indice composite à 48,8. Donc évidemment, le PIB français, la courbe bleue, va baisser
et au premier et au deuxième trimestre. Donc 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, c'est ce qu'on appelle justement une récession. Sur la zone euro, ça sera à peu près la même chose. Même indicateur, là on est plutôt en stagnation, voyons autour des 50. Sur le graphique suivant, c'est ce qu'on voit. Mm. Donc voilà ce qui malheureusement est en train de devenir Mm. notre quotidien, une inflation élevée, une récession. Donc c'est bien cette définition de la stagflation et ça va durer. Et malheureusement, les banques centrales ne pourront pas baisser leur taux parce que si elles le baissent, ça va alimenter évidemment encore l'inflation. Donc on est bloqué, pris à notre propre piège. Il faudra attendre le contre-choc pétrolier, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Malheureusement, ça prendra du temps avant d'avoir une vraie baisse des cours du pétrole, plutôt fin 2026. Si tout va bien, on peut l'espérer bien entendu. Ouais, alors effectivement, c'est vrai que le tableau dressé est assez pessimiste, assez négatif, je veux dire plutôt, parce qu'il est réaliste. Oui, Il est oui, vous n'êtes pas réaliste pessimiste, hein, il est réaliste. Hein. Encore une fois, oui, je n'invente pas les chiffres, hein, non, bien c'est la sûr. réalité qu'on voit. Hein. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Et donc, c'est ce qui nous attend et c'est assez. Donc, il faut faire attention. Maintenant, concernant la deuxième partie, c'est intéressant puisque Marc a fait un comparatif entre les données macroéconomiques de 2026 et ceux de 2008-2009. Et on va voir, en termes de relance budgétaire, en termes de dette, de PIB, etc., le comparatif entre ces deux époques, ces deux périodes. Et on va voir que c'est pas terrible, terrible. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai vécu cette période, si tu veux, et c'est vrai qu'à l'époque, Mm, j'étais l'un des rares, comme j'ai dit tout à l'heure, à dire que ça allait redémarrer. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'était une crise des subprimes, une crise financière, une crise bancaire, donc rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, c'était pas une crise géopolitique, mais ni sur le pétrole, quoique le pétrole avait bien augmenté justement en 2008 déjà, hein, à l'époque, on nous disait c'est le peak oil, etc., bientôt il y aura plus de pétrole. Bon, on voit que c'était faux, parce qu'il y en a toujours, même s'il y en a moins, mais il y en a toujours quand même, mm, donc on fait des nouvelles découvertes. Bon, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais toujours est-il que à l'époque, j'étais l'un des rares à dire que ça allait redémarrer. Pourquoi? Parce que on a relancé la machine. À l'époque, donc en 2008-2009, on a fait une relance pharaonique au niveau mondial, une relance budgétaire, une relance monétaire, la planche à billets. Donc on a tout fait. Donc ce qui a permis de relancer la machine. Là aujourd'hui, le problème, c'est que le choc, il est à peu près équivalent d'un point de vue de l'inflation et d'un point de vue de la récession. Par contre, on n'a pas les moyens de relancer la machine. C'est ça la grande différence. C'est pourquoi cette crise est beaucoup plus dangereuse que celle de 2008-2009. Donc on voit ici le comparatif donc, avant la crise, donc en 2007, du déficit public par exemple, et en 2025, donc pour les différents pays. Et on voit qu'en 2007, on pouvait encore relancer la machine. Tu vois, donc en France par exemple, on avait 3,3% de déficit. Bon, on a l'habitude, on est toujours les plus mauvais élèves. Hein. Tu vois, à l'époque, déjà, on était déjà très mauvais, mais bon, c'était quand même 3,3. Aujourd'hui, c'est 5,1 et mm. certainement 6% cette année. La zone euro, tu vois, il y avait 1% de déficit, là, on est à 3,2. Donc la marge de manœuvre n'est pas la même. Les Allemands, ils étaient en équilibre budgétaire, là, ils sont à 2,8% de déficit. L'Italie, la Belgique, en excédent, là, ils sont en grand déficit. Même les Américains, bien entendu, hein, ils avaient un déficit inférieur à 3%, là, ils sont à 5%. Le Canada, pareil. Donc, tout ça pour dire que à l'époque, on a pu relancer la machine. Je rappelle qu'on a fait une relance à l'époque au niveau mondial de 5 000 milliards de dollars. T'imagines, hein, c'était Ouais. 8% du PIB mondial, c'était énorme. Là, rien à voir, on ne pourra pas faire pareil. Parce qu'on a plus, on a déjà tout gaspillé, tu vois. Et en particulier en France et en Europe. Si on regarde sur la dette publique, le tableau Mm, suivant, alors c'est encore pire. Tu vois, la dette publique en 2007, on a oublié, mais tu vois, en France, il y avait encore 65% du PIB de dette publique. On était même légèrement mieux que la moyenne de la zone euro, tu vois. Là, on est aujourd'hui à plus de 115%. Alors en fait, c'est les chiffres de l'INSEE du quatrième trimestre, mais ça va très vite repartir à la hausse. Il y a eu un ajustement statistique, je ne vais pas en parler parce qu'on n'a pas le temps, mais là, on va très vite revenir vers 120% de dette publique par rapport au PIB. Donc tu vois la différence. 65%, 120%, quasiment du simple double. Donc on ne peut pas relancer la machine. On a trop gaspillé n'importe comment cet argent public, c'est-à-dire les recettes fiscales, les recettes de nos impôts ont été mal dépensées. Maintenant, on ne peut pas relancer la machine, que ce soit en France. Alors en France, c'est le pire, mais on voit que c'est également grave pour la zone euro. À la rigueur, il n'y a que l'Allemagne qui pourrait un petit peu relancer. Mais quand tu vois les autres pays, tu vois là, l'Italie, la Belgique, même les États-Unis, ça va être compliqué. Le Canada, bon, les Américains, ils ont le dollar, donc ça pourrait peut-être les aider à financer
leur dette, mais on voit bien qu'on n'a pas du tout les mêmes marges de manœuvre. Mm. Idem, si on regarde d'autres comparatifs, les taux d'intérêt, tu vois que lors de la crise de 2007, donc ça a commencé à la crise des subprimes, ça a débuté à l'été 2007, très vite la Réserve fédérale américaine a baissé les taux. Donc elle a pu relancer la machine. Nous, malheureusement, dans la zone euro, à l'époque, il y avait Jean-Claude Trichet qui était patron de la BCE, il ne comprenait pas, il voyait un peu d'inflation, il va monter les taux. Bon, okay. Donc ça n'a pas fonctionné, mais après, une fois qu'est arrivée la faillite de Lehman Brothers, évidemment, tu vois, les deux courbes, hop, tout le monde a baissé les taux d'intérêt très fortement parce qu'ils étaient élevés, donc on a pu relancer la machine. Là, les taux d'intérêt sont déjà bas. Tu vois, on est à 2,15% sur le taux réfi de la BCE, 3,75 aux États-Unis. À la rigueur, eux, ils ont une marge de manœuvre, mais nous, on n'a quasiment rien. Donc, comment relancer la machine? D'autant qu'il y a de l'inflation et que tu ne peux pas baisser les taux fortement, sinon tu vas générer encore plus d'inflation. Donc, tu vois, le piège, il est là. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas redémarrer. Puis, dernier point, et je m'arrête là, bah, le comparatif de la croissance. En 2007, donc avant la crise, tout allait bien. Tu vois, on avait une croissance de 2,5% en France, 3% dans la zone euro, 3% en Allemagne. Aux États-Unis, on était autour des 2%, bon, 3,7 en Belgique, bon, Canada 2,7. Mais donc là, le problème, c'est que avant la crise, donc en 2025, ça allait déjà très mal. Tu vois, 0,9% de croissance en France. On sait très bien une croissance achetée à crédit à cause de notre déficit. Dans la zone euro, bon, on est à 1,5, mais c'est pas non plus l'euphorie. Les Allemands sont à 0,4, Italie, Belgique, etc. Bon, les Américains, ils sont un peu mieux, 2,2. Et puis, bon, le Canada est 1,2. Donc, je vois bien que c'est ça le drame, c'est qu'on s'est déjà pris une crise très grave. Donc, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas vraiment redémarré. Donc, maintenant, il nous arrive cette nouvelle crise, on n'a pas les moyens de redémarrer. Et en plus, la situation est déjà très difficile avec des risques très élevés de très forte hausse du chômage, notamment en France, et donc de risques sociaux et sociétaux. Donc voilà, c'est ça, c'est pourquoi, malheureusement, je suis désolé de le dire, hein, je ne veux pas vous faire peur, mais la crise 2026 sera beaucoup plus difficile à gérer et donc beaucoup plus dangereuse que la crise de 2008-2009. Donc voilà, on paye malheureusement, notamment en France, les erreurs de dirigeants depuis pas mal d'années. Et voilà, c'est pourquoi on a une telle difficulté. Non, mais c'est très intéressant, hein, ces comparatifs, et on voit que les marges de manœuvre, voilà, en 2026, eh bien, sont beaucoup plus restreintes que en 2008-2009, et notamment sur les taux d'intérêt, hein, puisque bon, on peut pas faire grand-chose. On le voit, la BCE va être bloquée, et aussi la Fed, hein, on est plutôt sur des statu quo, voire des hausses de taux, et au niveau du déficit budgétaire, bien sûr, qui est colossal et abyssal aujourd'hui. On va terminer avec les marchés financiers. Donc, les marchés financiers qui rebondissent assez fortement. Et on a une impression de déjà-vu, effectivement, puisque mardi, il y a 2 jours, le monde basculait dans l'abîme alors que Trump annonçait qu'une civilisation entière allait disparaître. Et puis, le lendemain, finalement, tout va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, avec un pétrole qui plonge et des actions et marchés actions qui s'envolent. C'est vrai que comment dire, un scénario et qu'on a déjà vu, hein, c'est celle des 2 semaines. Effectivement, lors des droits de douane, il y a un an, on a eu aussi ce décalage de 2 semaines, hein, de la part de Donald Trump. Donc, c'est pas qu'une impression. Donc, Donald Trump, on le voit, menace et ensuite, finalement, fait machine arrière et donne un espèce de comment dire, je sais pas le terme, mais bon, de sursis, voilà, de sursis de 2 semaines, même si rien n'est réglé en profondeur, mais en tout cas, voilà, on a ce sursis de 2 semaines. Maintenant, alors, bon, c'est vrai que le soulagement a été vraiment visible sur la planète finance, puisque à court terme, le risque d'escalade est écarté et le marché entrevoit une reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Donc là, on l'a vu encore aujourd'hui. On a quelques navires qui arrivent à passer au compte-gouttes, évidemment. Et les prix du pétrole, alors, ils ont plongé, enfin, ils ont plongé, ils sont bien revenus sous les 100 dollars. On est revenu ce matin aussi aux alentours des 100 dollars, des 100, on a rebaisse un petit peu actuellement. Et surtout, on a des actions qui flambent avec un CAC 40 et un DAX qui ont pris entre 4,5 et 5%. Donc, ce sont les plus fortes hausses des indices européens depuis mars 2022. On a à Wall Street aussi des marchés qui ont bien rebondi. D'ailleurs, le Nasdaq a rebondi quasiment de 10% sur ses plus bas depuis le 31 mars.
En revanche, les prix du pétrole devraient rester élevés, hein, puisque, il faudra du temps pour retrouver un approvisionnement énergétique normalisé. Hein. Les pays du Golfe ont été contraints de stopper une partie de leur production. Effectivement, plus l'arrêt est long et plus il faut de temps pour se remettre à niveau. D'ailleurs, on a l'Agence d'énergie atomique qui a annoncé que la production de pétrole au Moyen-Orient devait être en baisse de 9,1 millions de barils par jour en avril, après 7,5 millions de barils par jour en mars. Donc ça fait à peu près 10% de la production mondiale. Donc c'est considérable. Donc tant qu'on n'aura pas cette offre qui reviendra sur le marché, eh bien on aura quand même des prix qui resteront élevés. Et ça ne concerne pas que le pétrole d'ailleurs aussi, puisque tout ce qui est les engrais azotés ou l'aluminium, on voit qu'il y a des problèmes de logistique et des désordres productifs. Donc en fait, on voit que finalement, c'est cette hausse, hein, des prix de l'énergie et autres va alimenter cette inflation dont tu parlais, Marc, tout à l'heure. Et par conséquent, ça devrait donc faire repartir l'inflation sur du moyen terme. Et donc, par conséquent, on ne voit pas comment les marchés pourraient continuer à progresser. Donc voilà, maintenant, ce qu'on disait, hein, souvent, c'est qu'il faut quand même garder des liquidités parce que si le marché continue, se remet à baisser, c'est à ce moment-là qu'il faudra rentrer sur le marché. Donc, attention toutefois, parce que la volatilité est aussi très importante actuellement. Donc voilà, essayer de faire le dos rond et attendre que cette crise passe. Tout à fait, c'est le royaume hein, des montagnes russes, hein, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, puisque effectivement, ça va on va avoir une volatilité extrêmement forte, malheureusement. Et puis surtout, bon, n'oublions pas qu'on était comme sur des niveaux qui étaient très élevés, donc là, il y a une phase de correction. Et encore une fois, le problème, c'est l'inflation qui va rester élevée, donc les banques centrales ne pourront pas agir, les taux d'intérêt d'obligation d'État risquent également de repartir à la hausse. Bon, ils ont un petit peu baissé hier, mais bon, globalement, ils restent quand même très, très élevés, notamment en France et en Europe. Donc là, ça peut être également très dangereux. On peut avoir donc une correction, une baisse des cours obligataires et donc également une baisse des cours des marchés boursiers. Après, ça pourra redémarrer. Puis encore une fois, quand on a une telle récession, une telle inflation forte, donc forcément les marchés en pâtissent. Hein. Mais après, je pense plus pour la fin d'année 2026, en espérant que tout ira bien d'un point de vue géopolitique, et bien là, effectivement, ça pourra partir à la hausse. Donc, il faut être extrêmement prudent. Donc, soit on aime naviguer dans ces montagnes russes, soit on regarde sur une vision de très très long terme. Effectivement, faut profiter des vagues de baisse pour se renforcer, comme également sur l'or, comme je l'avais dit la dernière fois que vous s'était vu. J'ai l'impression que quand l'or va baisser, bah, il faut en profiter. Donc ça va être le yo-yo là aussi. Donc voilà, pour l'instant, une visibilité qui est très mauvaise. Espérons donc que justement ça va s'améliorer, parce qu'on sera là pour vous aider à voir un peu plus clair dans ce monde évidemment de plus en plus compliqué. Et d'un point de vue économique, voilà, il faut faire le dos rond parce que malheureusement on va souffrir, et en particulier en France, qui pourrait générer une nouvelle crise financière parce que justement on n'a pas les moyens d'affronter tout cela. Et donc, une crise de dette publique en France, ensuite dans la zone euro. Donc, soyons là aussi extrêmement prudents. Et c'est ce qui nous permettra de repartir sur des bases plus saines, plus pour la fin d'année, voire en 2027-2028. Donc voilà. Mais on sera là, évidemment, pour vous aider à voir plus clair. Oui, évidemment, on sera là. Et je pense que le maître mot, c'est faire le dos rond, au moins pendant la période actuelle. Merci Marc pour tes Merci à éclairages. toi, merci à vous et bonne Bien. continuation. Ouais. Et voilà, et encore une fois, il faut garder l'espoir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye.